Bienvenue pour cette rencontre organisée autour du numéro de la revue Archives juives, dont vous pouvez voir la couverture, consacrée aux enfances juives en France à l'époque contemporaine. Ce dossier est paru en 2019 et entend contribuer au renouvellement des connaissances sur le sujet et en considérant les enfants juifs comme des sujets à part entière de l'histoire, en accord avec les développements récents de l'histoire de l'enfance. Chaque intervenant donnera un aperçu en une quinzaine de minutes du sujet sur lequel il travaille. Nous sommes heureux d'être en compagnie des jeunes historiens Martin Messica et Géraldine Gutefin. Bonjour à tous les deux. Zoé Grimbert va nous rejoindre dans quelques minutes. Elle participait à un colloque à Poitiers, donc elle va attraper la rencontre en cours de route. C'est les bons côtés du Zoom. Un grand merci donc à tous les trois d'être là. Nous tenons à excuser Manon Pignot, qui ne peut pas être présente ce soir. J'attire tout de même votre attention sur ces deux publications consacrées aux enfants et adolescents dans la Grande Guerre. Nous remercions également Laura Hobson-Faure, bonsoir Laura, qui est professeure d'histoire contemporaine et elle occupe la chaire de l'histoire des sociétés juives contemporaines à l'Université Paris 1. Elle va introduire et animer cette rencontre. Ses recherches portent sur l'histoire transnationale des Juifs américains et français pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Laura Hobson-Faure est aussi l'auteur de l'ouvrage « Un plan Marshall juif, la présence juive américaine en France après la Shoah », ouvrage qui a été réédité en 2018 par les éditions du manuscrit. Ce champ de recherche n'aurait pas pu se développer de la sorte sans le travail de l'historienne Cathy Hazan, à qui nous tenons à rendre hommage ce soir. Cathy Hazan est spécialiste notamment de l'histoire des maisons d'enfants des orphelins de la Shoah et responsable du service archives et histoire de l'œuvre de secours aux enfants, dit OSE. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages et a contribué à la publication de témoignages de certains enfants de l'OSE. Pour évoquer son engagement, je me permets de vous lire quelques lignes écrites par l'historien Georges Bensoussan. Cathy Hazan aura aidé ceux qui n'auraient pas dû vivre à donner à leur histoire tragique une forme de cohérence, en leur ouvrant la porte des dossiers individuels déposés aux archives de l'OSE. Elle leur a donné à voir leur parcours singulier. Et par la lecture de ces feuillets destinés à redevenir silencieux pour l'éternité, elle les aura aidés à donner une ombre de vie à leurs parents disparus dans la Shoah. Ces lignes sont les premières lignes de la préface du livre « Cathy Hazan et les enfants de la Shoah » que nous présenterons dans l'auditorium du MAGE dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Étant donné que vous ne pourrez pas aller flâner dans les rayons de notre librairie à l'issue de la rencontre, je vais vous envoyer via la plateforme de discussion écrite les références des ouvrages de Cathy Hazan ainsi que celles de nos invités. En revanche, je tiens à signaler que la librairie du MAGE est ouverte donc, tous les jours du mardi au dimanche de 11h à 17h et vous pourrez retrouver donc, les ouvrages que nous allons citer là-bas. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Valérie Hassan. Valérie Hassan, bonsoir. Valérie Hassan est historienne, chercheuse au CNRS et rédactrice en chef de la revue Archives juives. Un grand merci à tous et très belle rencontre. Bonsoir, je dirai seulement quelques mots. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors tout d'abord, je remercie Sophie Andrieux d'accueillir cet événement et de l'avoir organisé avec nous. Je remercie également Joseph Hirsch et toute l'équipe du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, avec lequel les liens de la revue Archives juives ne font que se renforcer. Je remercie également Laura Hobson-Faure qui va animer cette soirée et pour une raison bien précise qui est qu'elle a coordonné un passionnant dossier qui a été publié à la fin de l'année 2019, donc il y a un peu plus d'un an. Ça nous paraît très loin maintenant avec tout ce qui s'est passé depuis, mais c'est il y a seulement un peu plus d'un an que ce dossier est paru dans la revue Archives juives. Alors, je n'entrerai pas dans les questions scientifiques, ce n'est pas mon rôle ce soir. Je vous dirai seulement quelques mots pour présenter la revue et vous montrer dans quel cadre ce travail collectif a été réalisé par les historiens qui vont vous présenter leur travail ce soir, ainsi que d'autres qui n'ont pas pu être parmi nous. Alors, la revue Archives juives, je vous en montre quelques volumes. C'est une revue qui paraît 2 fois par an.
Son titre complet, c'est Archives juives, revue d'histoire des Juifs de France. Et on peut dire que cette revue traite de tout ce qui est lié à l'histoire des Juifs en France, c'est-à-dire Juifs français ou non, qui sont passés par la France ou par les possessions françaises et qui ont un lien avec la France. Enfin, toutes époques confondues, même s'il est vrai que de nombreux numéros sont centrés plutôt sur l'époque contemporaine. Le projet de cette revue, qui a été fondée en 1965, c'est encore et toujours de montrer la recherche en train de se faire. Et vous avez constaté, cela a été signalé par Sophie Andrieux, que la revue accueille des chercheurs confirmés, mais aussi des jeunes chercheurs. Et notre projet est donc vraiment de montrer l'histoire des Juifs en train de se faire. Je dis encore un mot sur cette revue. Elle est animée par un comité de rédaction très dynamique qui se donne beaucoup de peine pour faire partager sa passion pour l'histoire des Juifs de France. Et eh bien, il est vrai que nous espérons que cet événement auquel vous participez vous donnera envie d'acheter cette revue, de la lire en ligne, mais surtout d'acheter cette revue et de vous abonner. Parce que nous avons besoin de ce soutien, je le dis un peu crûment, mais vous le savez, le monde de la recherche, les chercheurs sont tout à fait passionnés, mais le travail qu'ils effectuent mérite de dépasser le seul cadre universitaire. Et la revue Archives juives fait des efforts particuliers pour offrir des articles qui sont accessibles à un public de lecteurs intéressés. Et c'est une revue qui également propose des images, une iconographie qui est souvent inédite. Et je dois dire que le numéro qui a été coordonné par Laura présente un certain nombre de photos qui n'ont jamais été publiées. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je dis seulement un mot sur ce dossier. Sur l'enfance juive. Il me semble que ce dossier, qui certes s'inscrit dans une historiographie déjà bien en marche, eh bien, ce dossier pose une question cruciale qui est: l'histoire de l'enfance juive peut-elle s'écrire comme n'importe quelle autre page d'histoire? Eh bien, comme on va le voir, l'originalité des auteurs, des contributeurs de ce dossier, c'est de réinscrire cette histoire des enfants juifs pendant la Shoah dans le temps long et de sortir de ce seul cadre de la Shoah. Voilà, maintenant je laisse la parole à Laura Hobson-Faure, que je remercie encore. Merci beaucoup Valérie. Donc moi aussi, je vais commencer par une longue liste de remerciements, mais j'espère que c'est très important en fait de rendre hommage. Donc j'aimerais commencer par remercier l'équipe du MAJ, surtout de votre accueil et de votre ténacité, parce que nous avons pu se voir justement l'année dernière, en juin, il me semble, pour une rencontre en présentiel. Et nous voici donc bien plus âgé, plus sage peut-être, après une année difficile, donc en Zoom. Donc moi j'ai dit l'année prochaine, hommage. Avec plaisir. J'aimerais remercier aussi toute l'équipe éditoriale de la revue Archives juives, sans lesquelles on ne serait pas ici ce soir. Je tiens à remercier Valérie Hassan, notre rédactrice en chef. J'aimerais remercier Heidi Knopfler, qui est la rédactrice adjointe. J'aimerais aussi souligner, et c'est très important, que Catherine Nico, qui était pendant longtemps la rédactrice en chef de la revue, a su justement guider la revue pour qu'il y ait une continuité pour les générations à venir. Et justement, c'est de quoi on va parler ce soir. J'aimerais signaler aussi le fait que le dossier comporte des photos qui nous ont été gracieusement prêtées par l'association Mémoire Juive. Et donc, je remercie donc, toute l'équipe de l'association Mémoire Juive. Et enfin, une importante remerciement va à l'historienne Cathy Hazan,
Cathy Hazan, donc, qui était la première à poser la question de l'enfance juive en France et qui m'a accueillie quand j'étais jeune thésarde dans les archives de Lausée et qui m'a soufflé l'idée d'un nouveau sujet, un sujet pour après cette thèse. Elle a dit, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé aux enfants de Lausée qui ont été évacués vers les États-Unis pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des évacuations d'enfants. Ça serait intéressant que tu explores cette piste, toi qui es intéressée par la vie juive américaine. Et donc, Cathy m'a soufflé cette idée et en fait, elle m'a lancé un défi. L'aventure donc continue et le dossier est le fruit en grande partie de cette question qu'elle m'a posée il y a fort longtemps. Puisqu'on est proche de la fête de Pessah, la Pâque juive, on pourrait commencer la soirée par la question « Pourquoi cette nuit est différente des autres nuits ?» ou bien pourquoi cette nuit, voilà, moi je poserai ça en anglais, donc pardonnez-moi, hein, ou bien en hébreu, pourquoi pas. C'est l'une des 4 questions posées par le plus jeune de la table lors donc du Seder de Pessah, au cours duquel on lit la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte. La place particulière accordée aux enfants dans ce rituel est également soulignée par la distinction entre 4 types de fils. Donc, il y a le sage, le méchant, l'ingénieux et celui qui ne sait pas poser la question ou des questions. Ces rituels séculaires ne tournent pas seulement autour de l'enfant. Ces rituels posent la question de la pédagogie avec l'injonction qu'on devrait adapter l'enseignement à celui qu'on a en face. De nombreux autres rites juifs, de la Brit Mila au rachat du premier-né, de la bénédiction de Shabbat pour les enfants, du Bar Mitzvah jusqu'à aujourd'hui la Bat Mitzvah, peuvent suggérer que le judaïsme accorde une place particulière aux enfants. De là viendrait le mythe selon lequel les Juifs auraient, concernant les enfants, des pratiques et des convictions spécifiques qui les distinguerait des populations qui les entourent. Dans ce dossier, nous remettons en question la notion, bien ancrée dans les sociétés occidentales, que les familles juives soient fondamentalement différentes des autres familles, surtout quand il s'agit des enfants. Plutôt de croire aux représentations, nous préférons ici une démarche historique et scientifique basée sur les sources primaires. On va demander donc, les enfants juifs sont-ils vraiment des enfants comme les autres? Ou bien existe-t-il des pratiques et des expériences spécifiques associées à ces enfants liées à la place particulière des Juifs en France à l'époque contemporaine? Désireux de considérer les enfants dans les tribunaux, dans les maisons d'enfants, dans les colonies de vacances, ainsi que dans l'historiographie, c'est-à-dire l'étude de l'histoire, nous souhaitons poser cette question avec le parti pris méthodologique qu'il existe effectivement des occasions et des moments où il est possible d'observer des pratiques spécifiques liées aux enfants juifs et bien d'autres moments qui illustrent l'intégration sociale des Juifs en France à leur société environnante. Vu l'omniprésence des représentations de la famille juive et la place importante de l'enfant dans le rituel juif, j'aimerais brièvement analyser l'absence des enfants de l'historiographie. Si je vous parle de la famille juive, vous ne pouvez pas me répondre, mais vous pensez d'abord à qui? Si je vous parle de la famille, je pense que vous avez en tête peut-être une maman qui s'appelle Sophie Portnoy, de Portnoy et son complexe de Philippe Roth. Ou bien peut-être vous pensez au livre, très très beau livre d'Albert Cohen, le livre de ma mère. Donc il y a cette figure très importante de la mère juive. Hélas, les historiens travaillant sur l'histoire de la femme et plus tard l'histoire du genre affirment que le stéréotype de la mère juive n'est pas éternel, mais né dans un contexte historique. Cette représentation émerge aux États-Unis dans les décennies suivant la Première Guerre mondiale
Alors que l'antisémitisme allait croissant, les Juifs originaires d'Europe orientale et leurs descendants commençaient à représenter leur mère, à parler de leur mère dans leurs récits, que ce soit les écrits ou la chanson, ou dans les premiers films, donc comme The Jazz Singer, ou bien donc la chanson en yiddish, chantée en yiddish en anglais, Yiddische Mame. On a donc, en tournant de cette image de la mère juive après la Seconde Guerre mondiale, et justement, l'image devient plus négative. Loin de la figure de la déesse domestique passive qui est présente et omniprésente dans la culture américaine des années 1950, la mère juive domine les membres masculins de sa famille. On accuse celle-ci de leur demander l'impossible, rester juif en épousant une femme juive, mais de s'assimiler à 100% à la société américaine pour réussir sur le plan économique. Vu la richesse de ce sujet, on peut facilement comprendre pourquoi les historiens se sont penchés sur la famille juive en analysant les places des mères. Et il n'est pas surprenant que les enfants restent cachés derrière de telles mères. Mais si les expériences des enfants juifs sont peu explorées dans l'histoire contemporaine, on ne peut pas dire que les historiens les ignorent complètement. Convenons toutefois, comme a dit tout à l'heure Valérie Hassan, qui considère les enfants juifs presque exclusivement à travers le prisme de la Shoah. La plupart d'études sur les enfants juifs en France au XXe siècle portent sur le génocide et l'après-guerre, c'est-à-dire sur un moment de paroxysme. L'enfant Shoah, pour citer le titre du livre important de l'historien Yvan Jean Blanca, représente, et je cite Yvan, un individu dont l'enfance a été marquée par le génocide, de quelque manière que ce soit, entre le début de la guerre et aujourd'hui, l'héritier du traumatisme et le passeur d'une mémoire, un être traversé par l'histoire et dont la personnalité, portant l'empreinte des crimes du XXe siècle, ne se comprend pas sans eux. Or, s'il est évident qu'un sort tragique a été réservé aux enfants juifs entre 1933 et 1945, et bien après la Shoah, marquant profondément des Juifs ainsi que la façon dont leurs enfants ont été encore vus par la société française dans son ensemble, l'expérience juive contemporaine ne peut pas et ne devrait pas être réduite aux faits génocidaires. Ça serait permettre que l'agenda scientifique des historiens soit dicté par la conception, certes importante, mais restrictive de Sartre, qui justement signalait pour qui le juif n'existe qu'à travers les yeux de l'autre, c'est-à-dire en tant que victime de l'antisémite. Ce numéro des archives juives représente une première tentative de saisir la réalité des enfances juives au pluriel dans la France contemporaine, dans un programme plus vaste de l'histoire de l'enfant, afin de comprendre l'enfant comme acteur de l'histoire à part entière. Mais ce n'est pas tout. Le variable d'âge est une belle façon de sonder en profondeur les évolutions de la vie juive française après l'émancipation politique des Juifs en 1791, car à travers les initiatives pour les enfants, nous pouvons déceler les rêves et les idéaux de toute une communauté et des communautés au pluriel. Nous espérons ainsi élargir notre conception de l'enfant juif, qui est certes l'enfant Shoah à cette époque, mais aussi, tout simplement, un enfant qui joue dans une cour de récréation. Ce dossier rassemble des contributions des historiennes et des historiens confirmés, ainsi que des jeunes chercheurs. Nous avons donc dans le dossier des textes de Géraldine Goudefin, Manon Pignon, Daniela Doron, Cathy Hazan, Martin Messica et Zoé Grimbourg. Je suis ravie d'accueillir donc 3 contributeurs parmi nous, Géraldine, Martin et Zoé, qui vont vous présenter leurs articles. Au total, ce dossier montre qu'il existe de multiples façons de saisir l'expérience des enfants et fait également apparaître la difficulté de trouver
et d'entendre la voix des enfants dans les archives. Les pistes présentées dans les articles du dossier suggèrent que ces voix, pour ceux et celles qui sauront les chercher et les entendre, pourraient proposer des clés pour le renouvellement de l'histoire des Juifs de France par le bas. En effet, le défi est lancé. On espère par cette soirée encourager une nouvelle génération de travaux sur les enfants juifs. Donc, je vous remercie et je vais passer la parole à Géraldine Goudefin, que je vais présenter brièvement. Donc, Géraldine, elle est postdoctorante en histoire juive à l'Université hébraïque de Jérusalem et elle nous rejoint ce soir de Jérusalem. Elle a soutenu sa thèse à Brandeis University aux États-Unis en 2018 et elle se consacre à la publication d'un ouvrage d'histoire socio-juridique portant sur le divorce des Juifs d'Europe de l'Est en France au début du XXe siècle. Donc, je passe la parole à Géraldine. Merci Laura. Je vais commencer également avec des remerciements très brefs. D'abord à Laura Hobson-Form et Valérie Hassan pour leur invitation très généreuse à la revue et à ce dossier spécial. Et je remercie également Sophie Andrieux pour cette invitation hommage qui est malheureusement virtuelle, mais c'est néanmoins agréable de voir tout le monde sur Zoom. Et enfin, mes remerciements à tous les gens qui participent, à tout le public qui participe à cette soirée dans un contexte vraiment très, très atypique. Donc, merci de nous rejoindre sur Zoom. Donc, j'aimerais revenir sur la question que vient de poser Laura Hobson-Form, et c'était la question qu'elle pose dans l'introduction du dossier spécial d'archives juives, qui est la suivante. Y a-t-il quelque chose d'unique sur les enfances juives? Alors, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'arrêter un instant sur le titre même du numéro spécial, et c'est un titre qui me paraît très important de souligner, c'est le concept d'enfance juive au pluriel. Ce n'est pas anodin, ce pluriel. Non seulement parce qu'il y a autant d'enfance qu'il y a d'enfants, cela va de soi, mais aussi parce que la vie de chaque enfant juif en France a été marquée par un contexte unique. C'est à l'historien que revient la tâche de replacer chaque vie d'enfant juif en l'occurrence, dans son contexte historique spécifique, et cela inclut de prendre en compte le contexte linguistique et socio-économique, par exemple. En d'autres mots, la vie d'un enfant immigré originaire d'une famille pauvre d'Europe de l'Est au début du XXe siècle fut incontestablement bien différente de celle d'un enfant issu de la bourgeoisie juive française à la même époque. Donc, vraiment, l'importance de conceptualiser les enfants juifs dans leur pluralité. Ce constat peut évidemment paraître évident, mais ce que je voudrais mettre en exergue ici, c'est lorsque l'on parle d'enfance juive, et on peut évidemment disputer ce terme, que signifie juif, il nous faut prendre également en considération une multitude d'autres facteurs et d'autres marqueurs d'identité qui s'entrecroisent avec l'identité juive, tels que la classe et le genre. Et cela m'amène réellement au sujet de ma recherche, ce croisement entre plusieurs marqueurs d'identité et de statut. Si l'on examine le début du XXe siècle, qui est mon champ d'expertise, peut-on dire que les enfants juifs en France étaient des enfants comme les autres, pour reprendre le titre du dossier d'archives juives? Afin de répondre à cette question, j'aimerais utiliser le reste de mon temps aujourd'hui pour me pencher sur la question du droit de garde des enfants qui étaient issus des migrations juives russes en France au début du XXe siècle. À travers ce cas d'étude, je voudrais suggérer que la migration fut sans aucun doute un des facteurs qui ont profondément marqué les enfants juifs en France au début du siècle dernier. Donc, toute ma présentation, elle est vraiment axée sur cette question migratoire. Si la question migratoire n'a pas concerné tous les enfants juifs en France à l'époque, elle a néanmoins eu un impact sur une grande partie d'entre eux, peut-être même indirectement sur la majorité des enfants juifs au début du XXe siècle, puisqu'en effet, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les flux migratoires en provenance du Levant, mais surtout en provenance d'Europe de l'Est, transformèrent profondément la démographie et la sociologie des communautés juives françaises. Pour vous donner un tout petit exemple, dans le Paris des années 30, il y avait 90 000 juifs immigrés en provenance d'Europe de l'Est pour une communauté juive totale de 150 000 juifs. C'est-à-dire que les juifs immigrés d'Europe de l'Est constituaient 60% de la population juive parisienne. Donc, plus de la majorité, ou la grande majorité. Donc, j'en reviens au sujet qui nous intéresse ce soir. C'est la question du droit de garde des enfants juifs d'Europe
orientale. Et quand je parle de ces enfants juifs d'Orient oriental, je parle d'enfants qui avaient au moins un parent en provenance d'Europe orientale. Sinon deux, mais au moins un parent. Et on reviendra sur cette question plus tard. Donc, comme je le démontre plus en détail dans l'article d'Archives juives, ces enfants se virent d'une certaine manière privés de la protection de l'État français, dans la mesure où les tribunaux français se refusèrent de statuer sur les affaires de droit de garde qui impliquaient des juifs russes non naturalisés français. Et j'insiste ici sur la question de la naturalisation, puisque si ces parents, ceux ou ses parents avaient été naturalisés français, ils auraient été soumis au droit français, donc ces problèmes juridiques n'auraient pas émergé de la même manière. Donc, c'est vraiment important de souligner que les enfants dont je parle ici avaient au moins un parent juif russe qui n'était pas français d'après le droit français. Donc, avant d'expliquer plus en détail l'origine de cette situation juridique, donc cette impossibilité de divorcer, il convient de noter qu'en Russie pré-soviétique, donc avant 1917, les affaires familiales des sujets russes étaient régies par les lois religieuses, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mariage ou de divorce civil. Donc, chaque groupe confessionnel, chaque religion, était soumis aux droits religieux donc de leur propre groupe pour ce qui était des affaires familiales. En d'autres termes, et pour ce qui nous concerne, le droit de garde des enfants juifs était régi par la loi rabbinique. Donc, en ce qui concernait la population juive de Russie, les rabbins étaient chargés de prononcer des divorces et c'était eux qui s'occupaient également des décisions liées à la garde des enfants à la suite d'un divorce. Donc ça, c'est le contexte pré-migratoire de cette population. Évidemment, la situation était bien différente en France, puisque en France, les affaires familiales étaient attribuées non pas aux tribunaux rabbiniques, vous l'imaginez, mais aux tribunaux civils français. Donc, c'est un contexte juridique totalement différent. Donc, en traversant les frontières hexagonales, les Juifs et Juifs d'Europe orientale se virent confrontés à plusieurs régimes juridiques qui étaient bien différents les uns des autres et souvent conflictuels. Donc, ces questions de divorce et de droit de garde des enfants que j'évoque dans l'article sont vraiment liées à cette histoire de conflit entre systèmes juridiques très, très différents et surtout entre les tensions entre, d'un côté, un système juridique confessionnel en Russie et un système juridique laïcisé en France. Donc, en particulier, ces difficultés juridiques eurent un impact dramatique sur la faculté de cette population immigrée à divorcer en France. Et ici, j'insiste sur un paradoxe assez important, qui est le fait que le divorce était permis est permis d'après la loi juive, et il était permis en Russie, c'est-à-dire que les Juifs pouvaient divorcer relativement facilement en Russie, et qu'à la même époque, le divorce civil était également permis par la loi française, et ce, depuis 1884. Okay, donc, dans deux contextes nationaux, on a accès au divorce en théorie. Or, à partir de 1905, la Cour de cassation en France statua que les tribunaux civils français n'avaient pas le pouvoir d'accorder un divorce civil à des Juifs russes non naturalisés. Alors, en toute honnêteté, je n'ai pas vraiment le temps de m'attarder longuement sur les raisons de cette décision juridique, mais pour être très succincte, je dirais qu'elle fut le fait d'une tension entre d'un côté ce qu'on appelle la doctrine de la nationalité et de l'autre côté le principe de laïcité. Donc, qu'est-ce que la doctrine de la nationalité? C'est un principe de droit international privé selon lesquels les migrants sont régis par leur loi d'origine et non pas par la loi du pays dans lequel ils résident. C'est-à-dire que d'après ce principe, les Juifs russes non naturalisés qui vivaient en France au début du XXe siècle n'étaient pas soumis au droit français, mais au droit russe. Donc, en ce qui concernait les affaires familiales, cette population était soumise à leur loi d'origine et non à la loi française. Donc, en d'autres termes, les Juifs russes qui trouvèrent refuge en France à cette époque restèrent soumises au cadre juridique russe, en l'occurrence, en ce qui concerne les divorces, au cadre juridique juif, à la halakha, à la loi juive, même s'ils n'avaient en aucun cas l'intention de retourner dans leur pays d'origine, ce qui était le cas de la majorité d'entre eux, mais aussi pour ceux qui souhaitaient s'extriquer du joug de la loi religieuse. Et la France, on le sait, est un pays qui a attiré beaucoup de juifs qui se considéraient laïcs et ne voulaient pas continuer à être régis par la loi religieuse. Mais à cause de ce principe de droit international privé, ils restaient régis à la halakha, à la loi juive, bien qu'ayant immigré en France. Donc, cela devint très problématique au début du XXe siècle,
puisque, comme je l'ai déjà dit, le droit russe soumettait les affaires familiales à la loi confessionnelle. Donc, cela amena les magistrats français à conclure qu'ils n'étaient pas compétents pour juger d'affaires de divorce de juifs russes, par crainte, et là je cite ces juges même, par crainte de se substituer à l'autorité religieuse, et ce faisant, par crainte de bafouer le principe de laïcité. Donc, c'est assez compliqué. Voilà, je ne sais pas si ma courte description vous permet vraiment de comprendre ces problèmes juridiques, mais l'important, pour résumer, c'est qu'à partir de 1905, les tribunaux civils français se refusèrent catégoriquement à prononcer des divorces entre juifs russes non naturalisés. Et cette situation dura près de 2 décennies. Donc, ça a duré quand même relativement longtemps. Et paradoxalement, cette impossibilité de divorcer par le biais des tribunaux français concerna également des couples juifs qui avaient été mariés en France sans cérémonie religieuse ultérieure. Donc, on parle par exemple de juifs ayant quitté la Russie, s'étant mariés d'après le droit français, et ben, ces juifs-là étaient également dans l'impossibilité de divorcer par l'intermédiaire des tribunaux français. Donc, à défaut de leur accorder un divorce civil, les juges français ordonnèrent désormais aux justiciables juifs russes de solliciter un divorce dans leur pays d'origine, en Russie donc. Cette solution était extrêmement coûteuse et largement impraticable, mais surtout, elle était juridiquement impossible pour des juifs russes mariés en France, dont le mariage n'aurait pas été reconnu en Russie, qui, elle, adoptait le droit confessionnel. Donc, où sont les enfants dans toutes ces histoires? Vous vous demandez. Donc, j'en reviens aux enfants, puisque cette jurisprudence affecta directement les enfants issus de ces couples, car le droit de divorcer et le droit de garde des enfants, à l'époque comme aujourd'hui, étaient et sont inextricablement liés. En l'absence d'un divorce, les tribunaux français refusèrent de statuer de manière permanente sur des affaires de garde d'enfants juifs russes. Donc, il convient de noter que pour les couples juifs qui essayèrent de divorcer, pendant l'instance de divorce, les tribunaux français accordèrent fréquemment des mesures provisoires. Et donc, quand je dis mesures provisoires, ça inclut par exemple de confier la garde des enfants à l'épouse ou de statuer sur des demandes de pension alimentaire. Le problème, c'est que ces mesures provisoires, par définition, étaient provisoires et qu'elles expiraient au bout d'1 an, automatiquement. Et l'idée, dans la tête de ces magistrats français, c'est que ce délai d'1 an, permettrait aux justiciables étrangers de retourner dans leur pays d'origine et d'obtenir une séparation dans ce pays d'origine. Et ensuite, les questions de droits d'enfant seraient statuées dans le pays d'origine de ces étrangers. Donc, ce qui se passait au bout d'1 an, c'est que, passé ce délai, les juges refusaient de restreindre les effets de ce qu'ils appelaient la puissance paternelle en l'absence d'un divorce civil. Donc, pour reprendre ce que je viens de vous dire, une femme juive, par exemple, qui allait au tribunal pour faire une demande de divorce civil en France, pouvait obtenir le droit de garde sur un ou plusieurs de ses enfants pendant la durée de l'instance. Évidemment, à un moment ou à un autre, on lui aurait dit que non, en fait, elle ne peut pas obtenir de divorce, mais qu'elle a 1 an pour obtenir un divorce en Russie. Évidemment, dans la majorité des cas, cela aurait été impossible. Et donc, passé 1 an, elle perdait automatiquement le droit de garde de son enfant. Et donc, cette décision des tribunaux, elle était liée à un article du Code civil napoléonien qui stipulait que, et là je cite le Code civil, c'est au père qu'appartient l'exercice de la puissance paternelle pendant le mariage et la garde des enfants doit autant que possible être confiée de préférence au père. Donc ici, on voit vraiment la primauté de l'autorité juridique du père sur les enfants et la manière dont les femmes juives de nationalité russe, ainsi que leurs enfants, furent privées de la protection juridique de l'État français suite à cette jurisprudence sur le divorce et à ce principe du Code civil napoléonien. Donc, avant de conclure, il convient de souligner un paradoxe supplémentaire. Ces décisions de justice concernèrent également des femmes juives nées françaises, donc françaises nées sur le territoire français, ainsi que leurs enfants nés français. Et donc là, ça complique encore la question migratoire, puisque, en fait, ce statut juridique, il concerne aussi des gens qui n'avaient pas eux-mêmes fait l'expérience de la migration. En effet, de 1803 à 1927, les femmes françaises obtenaient automatiquement la nationalité de leur mari étranger par le mariage.
Ainsi, de nombreuses femmes juives françaises devinrent russes en se mariant à des coreligionnaires d'Europe de l'Est. Ces femmes nées françaises devinrent donc d'une certaine manière étrangères à la nation, de fait de ces principes juridiques. Et ce fut également le cas de leurs enfants nés français, dont le père était juif russe. En effet, d'après la promulgation de la loi sur la nationalité du 26 juin 1889, tout individu né en France d'un étranger qui y est lui-même né était déclaré français à sa naissance. Donc, d'après cette loi de 1889, un enfant de père russe et de mère née française, né donc sur le territoire français, était français. Or, bien que né français, la justice française jugea que le sort de ses enfants n'était plus de son ressort. Donc ici, on voit vraiment l'importance de la nationalité et la manière dont la question du statut de juif d'un point de vue juridique est vraiment imbriquée aux questions de nationalité et de genre, puisque ça affectait les femmes françaises directement. Pour conclure, en refusant d'accorder le divorce aux époux juifs russes, les tribunaux français privèrent non seulement des femmes juives et étrangères du soutien de l'État, mais également des femmes juives françaises ainsi que leurs enfants nés eux aussi français. À défaut de pouvoir bénéficier de la protection de la loi française, les couples juifs russes et franco-russes durent donc trouver des arrangements privés et informels afin de régler les conflits liés aux droits de garde. Cette absence de protection juridique ne pouvait que rendre les femmes juives vulnérables aux intrigues de la part de maris bienveillants, telles que des tentatives de chantage ou d'enlèvement d'enfants. Et c'est des cas que j'ai trouvés dans les sources que j'ai étudiées. Donc, il y a réellement des complications majeures et des cas dramatiques liés à cette situation juridique. Ce cas d'étude centré sur le statut juridique des enfants issus des migrations juives russes nous permet donc de saisir la manière dont les parcours des enfants juifs en France, au début du XXe siècle, furent façonnés par l'expérience migratoire. Merci. Merci Géraldine, c'est passionnant et justement je vous renvoie à l'article de Géraldine pour justement décortiquer ces détails qui sont très importants. Donc merci, c'était passionnant. Et maintenant, donc je vais passer la parole à Martin Messica qui est docteur en histoire de l'Université de Paris 1 et de l'Université du Québec à Montréal. Son ouvrage tiré de sa thèse est paru en 2020. En fait, je l'ai ici, à côté de moi. Voilà. Il s'appelle Politique de l'accueil, État et associations face à la migration juive du Maghreb en France et au Canada des années 1950 à la fin des années 1970. Donc, Martin, je te passe la parole et merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci Hommage d'avoir organisé la présentation de ce numéro et je remercie Valérie Assan, Laura Hobson-Ford de m'avoir associé à ce numéro spécial sur l'enfance. La question de l'enfance, je l'ai découverte dans le cadre des recherches que j'ai menées sur la migration des Juifs d'Afrique du Nord en France et au Canada. Et l'article que je propose dans ce numéro porte sur les évolutions qui affectent le travail social en direction des enfants à partir des années 50 dans le contexte de la migration juive d'Afrique du Nord vers la France métropolitaine puis vers la France. Alors, et tout en ayant la question de l'enfance au cœur évidemment du sujet, se pose la question des parents, de la parentalité, des professionnels qui se trouvent autour de l'enfance migrante notamment, puisque je parle des populations qui sont arrivées d'Afrique du Nord. Alors vous savez, donc à partir des années 50 jusqu'à la fin des années 70, les populations juives de Tunisie, du Maroc et d'Algérie s'installent en France. Donc l'indépendance, je rappelle juste rapidement, l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956, et il y a des arrivées dès le début des années 50 jusqu'à la fin des années 70 pour la majorité. Pour l'Algérie, des arrivées en métropole avant 1962, qui sont assez soutenus, et les Juifs font partie de l'exode de 1962 au moment de l'indépendance. Donc, ce sont des Juifs français qui s'installent en France, mais qui sont pris dans le cadre des politiques d'accueil qui sont menées. Et dans le domaine de l'action sociale, les nouveaux arrivants vont bénéficier d'une politique d'accueil menée par les associations juives pour leur venir en aide
dans les premiers temps de leur installation, ou parfois de manière plus durable. Et on voit au fur et à mesure, on voit assez clairement comment le secteur associatif se structure et comment des enfants, de l'enfance à la vieillesse, des associations juives prennent en charge les nouveaux arrivants. Et donc l'article prend un petit élément, étudie un petit élément de cette période en examinant les pratiques de travail social et notamment la question du placement des enfants en institution. Alors tout d'abord, peut-être donc je vais essayer de résumer ou en tout cas de donner un petit aperçu de l'article en 3 points. Tout d'abord en faisant un petit cadre, pour le coup qui n'est pas forcément dans l'article, mais pour essayer de montrer, de rappeler comment la question de la famille et du coup de l'enfance, comme je vais le montrer, se situe, façonne ou en tout cas construit, permet de construire la mobilisation associative pour aider ces juifs qui viennent d'arriver en France et en métropole. Je vais dire la France, mais la France et la métropole. En effet, on voit très clairement dans les publications, dans la presse juive, dans les propos, enfin dans les archives des institutions juives, dans des rapports qui sont faits, que la question de la famille juive, du maintien en migration de la famille juive, devient un enjeu très important. Alors, comment expliquer ça ? Puisque le discours, les politiques d'accueil s'appuient sur un discours de protection de la famille juive. Il faut aider les gens qui arrivent, et les aider notamment à s'installer en France pour éviter la dislocation des familles. Et donc, dans certains rapports, dans certaines enquêtes, on parle du risque que constitue la dislocation des familles. Je pense notamment à un rapport d'une assistante sociale sur un hôtel, puisque les migrants arrivaient au début de leur séjour, devaient séjourner dans des hôtels peu adaptés à la vie familiale. Et donc, il y avait un risque que ces familles se disloquent, que les parents se séparent et que les enfants soient laissés à l'abandon et que la transmission du judaïsme soit impossible. En effet, tout cet accent mis sur la protection, la sauvegarde de la famille juive est lié à un désir assez fort et assez clairement indiqué, qui est à partir des années 50 des institutions juives et de certains acteurs de renforcer, de faire revivre le judaïsme français. Et on estime, ces acteurs à l'époque estiment que les populations juives d'Afrique du Nord vont apporter, je cite, un sang neuf pour remplir les synagogues, de redévelopper la vie juive. Alors, et justement, la famille juive devient un enjeu très fort, puisqu'il s'agit donc d'éviter que la famille se disloque, les enfants s'éloignent et que ça pose un problème de transmission du judaïsme. Donc, je ne cite pas tous les exemples, mais voilà, on voit cette préoccupation très forte émerger à cette période-là, en termes de cadrage, et ça montre bien que donc déjà la migration juive est une migration familiale, ce qui n'est pas à cette époque-là, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les migrations, et du coup que les services se structurent pour venir en aide à ces familles, donc il y a des services sociaux familiaux. Donc c'est une préoccupation forte, et donc c'est dans cette préoccupation, dans ce cadre, que va se mettre en place, en tout cas ces pratiques et ces pratiques d'accueil des enfants. Le deuxième élément, c'est que justement, donc on a un peu parlé de la manière dont les associations vont essayer de venir à la rencontre des nouveaux arrivants, mais les nouveaux arrivants viennent aussi à la rencontre des associations. Et on voit, et ça j'en parle, je mentionne un petit peu dans l'article, comment les associations juives, et je pense notamment à 2 associations sur lesquelles j'ai travaillé, le CASIP, le Comité d'action sociale israélite de Paris, et l'OSE, dont j'ai consulté les archives, et j'en profite effectivement pour saluer le travail qu'a fait Cathy Hazan, l'œuvre de secours aux enfants qui gère des maisons d'enfants à cette époque-là. Et on voit très clairement, à l'époque, dans les écrits des travailleuses sociales de l'époque, les travailleuses sociales qui s'interrogent sur cette nouvelle population, donc ces Juifs d'Afrique du Nord, qui arrivent et leur demandent, parce que elles sont étonnées, parce que elles constatent l'arrivée de familles, de parents qui viennent demander au service social de placer leur enfant de manière temporaire
parce que les conditions de vie étaient difficiles et donc ils ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants, ou parfois certains parce qu'ils étaient donc à l'hôtel dans des conditions extrêmement difficiles. Alors je ne vais pas citer, mais je cite dans l'article un extrait d'un dossier du CASIP où voilà, un des usagers dit qu'il ne peut pas, il doit chercher du travail, donc il ne peut pas s'occuper de ses enfants, donc il demande le placement, et cette demande était parfois exprimée par les usagers des services sociaux, ce qui suscite des interrogations, notamment par la directrice du service social du CASIP, la directrice du service social de Lozé, Vivette Samuel, qui marquent leur étonnement sur le fait que ces familles demandent le placement, d'autant que les maisons d'enfants, elle l'indique un moment, les maisons d'enfants de Lozé ne sont pas faites pour accueillir des placements temporaires. On ne parle pas ici de placement demandé par un juge, c'était vraiment un placement temporaire. Alors, certains placements ont lieu, voilà, ça fait l'objet d'une élaboration avec le service social, mais voilà, ça témoigne en tout cas c'est une problématique qui est vraiment soulignée par les actrices de l'époque, et elle est d'autant plus soulignée qu'on est à un moment de critique, de remise en cause de la question du placement en institution. Alors, je ne reviens pas sur tous les débats sur la question du placement en institution, qui a aussi lieu après la guerre, sur est-ce que c'est mieux de placer des enfants dans des maisons d'enfants ou est-ce que c'est mieux de les laisser dans des familles. Je ne reviens pas sur l'ensemble du débat qui fait l'objet de nombreux travaux, notamment dans la revue et nombreuses références. Je vais juste citer un petit élément. Voilà, c'est que on note à partir de cette période-là, tournant des années 50, des années 60, une critique élaborée par des travailleuses sociales et par des médecins qui sont à la croisée des champs de la protection de l'enfance, enfin de la psychiatrie, de la psychanalyse, qui vont considérer que la séparation, en tout cas le placement d'enfants en institution, constitue une séparation et peut générer un traumatisme, ou en tout cas il y a un risque pathogène de cette séparation. Alors, je détaille un petit peu dans l'article, mais j'aimerais quand même dire deux mots d'une des figures, en tout cas une actrice importante de cette période-là, de ce mouvement-là. Elle s'appelle Myriam David, c'est un médecin, pédiatre et psychiatre formé à la psychanalyse, qui intervient auprès des services sociaux à partir des années 50 pour contribuer à faire évoluer les pratiques du travail social, et notamment sur la question du placement, en mettant en avant l'idée que le placement constitue une séparation, peut constituer un choc, et que ce n'est pas parce que les gens viennent demander le placement en institution de leur enfant qu'il faut tout de suite l'accepter. Alors, je vous invite à lire dans l'article le détail des travaux. J'aimerais juste dire deux mots sur Myriam David, parce qu'on comprend bien un petit peu où se situe, son apport, en tout cas sur les pratiques de travail social. Elle est née en 1917 à Paris, et elle est issue d'une famille juive éloignée de la pratique religieuse. Elle soutient sa thèse de médecine en 1942 et elle est déportée à Auschwitz-Birkenau en avril 1944 parce qu'elle était dans un mouvement de résistance. À la libération des camps, elle rentre à Paris et puis, comme de nombreux actrices du travail social tournant des années 50, 40-50, elle part aux États-Unis se former, notamment dans des lieux dans des institutions qui prennent en charge des bébés, des enfants et des bébés. Elle revient en France, et lorsqu'elle revient en France, elle travaille dans une fondation qui est une pouponnière, en tout cas qui accueille des enfants de 1 à 4 ans qui sont séparés temporairement de leurs parents, pour diverses raisons. Et elle est frappée par le peu d'attention qu'ils reçoivent et par la manière dont ils ne sont pas... les professionnels ne s'occupent pas d'eux et ils sont vraiment laissés à l'abandon. Et donc, elle va se mettre à travailler sur la question des séparations, des carences de soins maternels. Et notamment, c'est à partir de cette expérience fondatrice, donc elle va développer dans de nombreuses publications, qu'elle va mettre l'accent sur la problématique que constitue la séparation, qui peut constituer la séparation des enfants. Et elle travaille avec des travailleuses sociales, notamment avec Vivette Samuel, la directrice du service social de Lozé, sur ce sujet-là. Et on voit de nombreuses interventions où l'idée selon laquelle placer les enfants peut être dangereux, peut constituer un risque, peut être, je pense notamment à un rapport du CASIP où la responsable du service social parle de mutilation grave.
ça peut constituer une mutilation grave. Et donc, il y a toute une remise en question de cette pratique. Et je signale aussi, alors ça je pense notamment à un entretien que j'avais eu avec une ancienne travailleuse sociale qui, lors de sa formation, qui appréciait la différence, hein, l'écart entre cette idée-là et la formation qu'elle avait reçue auparavant, quelques années auparavant, où il était normal de séparer les enfants de leurs parents, notamment parce que quelqu'un lui avait dit « mais vous n'y pensez pas, avec tous ces germes, tous les microbes chez cette famille, il faut évidemment séparer l'enfant et mieux pour son bien ». Alors, voilà, il faut apprécier voilà, le changement de discours et la manière de problématiser cette séparation. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les placements, que l'OSE a arrêté de faire des placements, hein. Il ne s'agit pas de ça, mais et ça je vous laisse lire dans l'article, la manière dont le service social de l'OSE se structure pour évaluer les demandes de placement avec la mise en place d'un service ad hoc, avec une volonté, effectivement, en tout cas, de questionner la question du placement et de ne pas l'accepter sans questionnement. La manière est aussi, il y a tout après un descriptif que font les travailleuses sociales du travail qu'elles peuvent faire en maison d'enfants. Et voilà, et comment est-ce qu'elles parviennent, elles essayent en tout cas, d'articuler leur action avec l'intervention donc des éducateurs, enfin des personnels de la maison d'enfants, la famille et l'enfant. Et donc on voit un équilibre en tout cas essayer de se construire, mais qui s'appuie, voilà, qui n'est pas donc un refus de placement, mais une remise en question et une réflexion sur la place du travail social et des assistantes sociales dans le lien qu'il peut faire entre les enfants et leurs parents. Ben, je vous remercie voilà, pour cette. Je ne détaille pas voilà, l'ensemble des archives, mais voilà, l'article en tout cas s'appuie sur des comptes rendus d'archives, de rapports faits par des assistantes sociales dans les maisons d'enfants qui expliquent leur travail et par un certain nombre d'archives administratives dans lesquelles les responsables expliquent leurs préoccupations et la manière dont voilà, donc, ils lisent différemment la question du placement en institution. Je vous remercie. Merci Martin, merci Martin. Et surtout, donc, on avait le parti pris d'essayer de voir si on pouvait solliciter des articles pour le dossier qui ne portaient pas directement sur la période de la Shoah. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et donc, ce soir, on n'a pas pu avoir parmi nous Cathy Hazan et Daniela Doron. Et Manon Pignon a aussi abordé la question de la Shoah dans ses contributions, donc dans sa contribution, pardon. Donc, ce que l'article de Martin montre, c'est une vraie évolution en fait dans les pratiques, puisqu'il y a cette pratique dans les minutes après Shoah de créer ces maisons d'enfants pour un placement des enfants où il n'y a aucune question posée, même si beaucoup de ces enfants ont un parent en vie toujours. Donc, ce qu'on appelait les orphelins complets étaient en fait minoritaires et il avait en général un parent qui était en vie. Donc, il avait une politique de placement de ses enfants dans les maisons d'enfants. Et puis, ce qu'on voit, c'est avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, ce que montre donc Martin, c'est justement cette évolution, une remise en question de ces pratiques. On va donc avancer un petit peu plus dans le temps, mais en même temps retourner dans le temps, c'est-à-dire qu'on va aborder les enfants qui ont été dans les maisons de la branche communiste des maisons d'enfants, donc la CCE, à travers la communication de Zoe Granberg, que je vais présenter. Donc, agrégée d'histoire, Zoe Granberg a récemment soutenu sa thèse de doctorat en histoire contemporaine à Sciences Po Paris. Cette thèse portait sur le secteur juif du Parti communiste français entre 1944 et la fin des années 50.
Zoé enseigne cette année à Sciences Po Toulouse. Et donc, Zoé, je donne la parole. Voilà, maintenant que tu es rentrée chez toi, c'est super. Voilà, Zoé a fait une colloque, elle a fait le métro, elle a couru chez elle et ça y est, elle est devant son écran. Donc, vive Zoom. Donc, merci Zoé de nous parler de ta contribution. Merci beaucoup Laura, et je voudrais à mon tour remercier Laura Hobson-Ford pour la confiance qu'elle m'a accordée alors que j'étais encore en thèse et qu'elle finalement elle connaissait pas encore vraiment mes travaux, elle m'avait pas encore lu. C'est très précieux d'avoir ce type d'opportunité en tant que jeune chercheur et d'être ensuite bien relu comme je l'ai été pour cet article. Et je remercie aussi pour cela Valérie Hazan et Heidi Nördler parce que leurs relectures ont aussi beaucoup apporté, notamment Valérie sur la question des associations. Et enfin, je remercie Sophie, Andrieux et Lemage pour cette soirée. Et j'espère que ça vous donnera envie de nous lire. Donc, comme l'a dit Laura, en fait, l'article que j'ai écrit constitue un chantier de recherche en fait, un peu différent de ma thèse, ou plutôt, on pourrait le voir comme un prolongement. C'est-à-dire que ma thèse porte sur donc, le secteur juif du Parti communiste français entre 1944 et la fin des années 50, c'est-à-dire sur les organisations juives communistes issues de la main-d'œuvre immigrée, que vous connaissez sans doute sous le nom de MOI. Et dans cette thèse, je consacre un chapitre à la Commission centrale de l'enfance, la CCE, cette organisation qui est créée par les juifs communistes pour prendre en charge les enfants et la jeunesse juive après la Shoah. La CCE accueille à la fois des enfants orphelins au sein de ces maisons d'enfants et de ces foyers, ou foyers, et des enfants qui, vivant avec leurs parents, participent à des patronages chaque jeudi et dimanche et fréquentent aussi les colonies de vacances. Or, Laura m'a suggéré d'écrire un article non pas sur la période d'après-guerre, que j'étudie dans ma thèse, donc, notamment parce que Daniela Doron allait en parler dans le cadre de son article, et elle allait aborder aussi le cas de la CCE. Mais donc Laura me proposait de questionner peut-être une période différente. Or, il se trouve que dans le cadre de mes recherches sur la CCE, pour ma thèse, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs anciens enfants de la CCE, que je voudrais d'ailleurs encore remercier pour leur grande générosité et la confiance qu'ils m'ont accordée durant mes années de thèse, parce que c'est très précieux de pouvoir rencontrer des acteurs et ça nourrit beaucoup la réflexion. Et dans le cadre des interviews que j'ai menées avec ces anciens enfants de la CCE, j'ai constaté assez rapidement des différences importantes dans les mémoires en fait, de deux groupes, de ce que j'ai identifié comme étant deux groupes d'enfants, mais ils s'identifiaient à eux-mêmes ainsi. D'un côté, les enfants orphelins, donc comme le disait Laura, ils ne sont pas forcément orphelins des deux parents d'ailleurs, hein, orphelins d'un ou deux parents, mais en tout cas placés dans des maisons d'enfants, soit parce qu'ils n'ont plus aucun parent ou famille, soit parce qu'ils ont des familles qui sont dans des situations à la fois mentales, psychologiques et matérielles aussi trop compliquées pour les accueillir. Donc d'un côté, ces enfants-là, et leur mémoire particulière, et de l'autre, des enfants qui avaient leurs parents et participaient à la CCE de manière plus ponctuelle, en fait, ponctuelle, toutes les semaines dans les patronages qui avaient lieu donc le jeudi et le dimanche, et dans les colonies de vacances. J'ai voulu comprendre pourquoi ces deux mémoires pouvaient se distinguer, donc ce qui pouvait l'expliquer. Et ce questionnement, en fait, il s'inscrivait dans une réflexion plus générale sur la mémoire, c'est-à-dire que les recherches récentes ont montré que la mémoire de la Shoah s'était développée dès l'immédiat après-guerre, particulièrement dans le monde juif, mais que c'était seulement à partir des années 70 et 80 donc, qu'on avait l'avènement de la mémoire de la Shoah dans l'espace public. C'est dans ce contexte mémoriel, mais quelques années plus tard, que dans les années 90, des associations d'anciens enfants de la CCE sont nées, ou ont été réactivées en tout cas. Et cette chronologie, en fait, elle n'est pas propre uniquement aux enfants juifs. Parce que comme l'a montré donc, l'historien Fabrice Virgili, des enfants français ont eux aussi, des enfants français avec des mémoires différentes, en l'occurrence dans son cas c'était les enfants nés de pères allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ont aussi créé des associations dans les années 90. Et donc la question que je me posais dans le cadre de ce numéro, deuxième question donc, elle était celle de la spécificité des associations d'anciens de la CCE
et surtout de leur mémoire, donc de la mémoire de 2 groupes d'enfants. Et donc, c'est vraiment deuxième grand questionnement, avec cette idée de questionner la spécificité ou non des mémoires d'enfants juifs. Donc, entrons désormais dans le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais, la CCE accueillait principalement donc, ces 2 types d'enfants, d'un côté des orphelins et des enfants qui avaient leurs parents. Mais ces enfants se croisaient ponctuellement, mais se croisaient notamment dans les colonies de vacances. Or, ce qu'on constate, c'est qu'ils tissaient très rarement des liens et que, surtout, leurs expériences étaient très différentes selon qu'ils appartenaient à l'un ou l'autre groupe. On imagine en effet, pour les enfants orphelins et placés dans des maisons d'enfants, la collectivité peut s'avérer pesante au bout d'un moment, et donc être en colonie de vacances l'été n'a pas du tout la même saveur que pour des enfants qui, eux, ont leurs parents toute l'année et découvrent pendant un mois une forme de liberté, une vraie découverte en fait d'un monde, du collectif aussi, le poids du collectif à ce moment-là, qui est fondamental dans la CCE. Or, ces histoires et ces expériences différentes se traduisent aujourd'hui par l'existence de mémoires de la CCE, distinctes et parfois même conflictuelles. Et ce sont ces mémoires, donc formulées par les 2 associations dont je vais vous parler, que j'ai voulu explorer en fait dans cet article, en questionnant en fait l'impact de construction différenciée de l'identité, des identités, sur la mémoire aujourd'hui. Donc ces associations, quelles sont-elles? On a une première association qui est l'association des anciens des foyers, donc qui s'appelle l'Amicale des anciens des foyers, qui est une association assez ancienne, qui est née donc en 1956 et qui avait été créée au moment de la fermeture d'un des derniers foyers, et dont en fait le rôle pendant longtemps a surtout été de se retrouver, de générer, de maintenir cette identité générationnelle déjà vivace et déjà particulière, qui se distingue donc de toute évidence ici de celle des enfants qui n'étaient pas dans ces foyers. L'autre association, c'est une association donc, qui est née plus tard, qui est née donc à la fin des années, au début des années 90, qui s'appelle l'Association des Amis de la CCE, l'AACCE, qu'on connaît peut-être plus aujourd'hui, parce qu'elle est assez active dans un certain nombre de forums. Et donc, en fait, elle a été créée à la fin des années 80, à l'origine, il y a un élément déclencheur à la fin des années 80, qui sont les obsèques de Louba Pludermacher, qui était une figure historique de la CCE, directrice pédagogique et de colonies de vacances, et très active aussi dans les patronages, et qui a marqué toute une génération d'enfants, d'ailleurs en bien ou en mal. Elle était réputée assez... elle pouvait être stricte, mais elle a souvent laissé un souvenir émerveillé aux enfants, ce qu'on constate vraiment dans l'entretien. Et lors de ces obsèques, ces anciens de la CCE se sont aperçus qu'ils avaient envie peut-être de se retrouver, de s'engager pour la mémoire de la CCE. Il y avait eu une association là aussi qui préexistait celle-ci, mais qui n'était pas extrêmement active, et donc ils réactivent cette association mémorielle. Ils s'en emparent, donc ces anciens enfants, donc au début des années 90, et décident donc de faire en sorte de préserver et mettre en valeur toutes les archives, donc photos, documents, films, albums, relatant les activités socio-pédagogiques menées par la CCE, à la fois dans les maisons foyers d'enfants, donc mémoire plutôt des orphelins, mais aussi donc, dans les patronages, les colonies, etc. Donc cette association a un but plus élargi que la précédente, c'est-à-dire qu'elle vise à représenter la mémoire de tous les enfants de la CCE, tandis que l'amicale des anciens des foyers ne concerne que les foyers, ce qui peut avoir un impact effectivement dans les rapports entre ces 2 associations. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que la CCE va récupérer un certain nombre d'archives dans les années 90 de la part d'Anna Wilner, qui était elle aussi une grande figure de la CCE, et va décider de faire quelque chose de ces archives, et notamment des photos, et de publier en 98 un ouvrage sous forme d'album photo qu'on appelle souvent l'album rouge, et qui en fait, c'est une photo avec un album vraiment avec beaucoup de photos d'enfants, de personnel des foyers, des foyers, des colos, des patronages, etc.
Et à la suite de cette publication, de cet album, l'Amicale des anciens des foyers va décider de publier son propre album, en fait, des souvenirs, mais des foyers, essentiellement des foyers. C'est le livre bleu, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas. Et ce qu'on va constater, donc, c'est des différences dans la manière de présenter ces photos et de concevoir ce qu'on doit faire passer à travers ces deux albums. Et mon article, il étudie donc ces deux publications, mais aussi par le biais d'entretiens avec des membres de ces deux associations différentes, il essaye de comprendre les différences mémorielles entre ces deux associations. Et donc, quelles sont mes conclusions? Ce que j'ai constaté, c'est que les deux associations se distinguent à la fois par la nature et le contenu de leur mémoire. Donc, comme l'a montré une chercheuse qui s'appelle Suzanne Rubin-Suleiman, des études psychologiques sur les enfants cachés ont montré qu'il n'y avait pas de différence très forte entre les enfants qui étaient devenus orphelins et ceux qui avaient retrouvé leurs parents. Pourtant, elles constatent quand même qu'il y a des différences non négligeables pour un enfant entre la perte temporaire d'un parent ou sa présence inadéquate et la perte définitive, permanente. C'est ce qui m'a semblé aussi valable et intéressant dans le cadre des mémoires des enfants de la CCE. Puisque, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la différence principale entre les deux mémoires, c'était la dimension politique. C'est-à-dire que pour les anciens des foyers de la CCE, à la fois dans leur volonté de publier cet album, mais aussi dans leurs témoignages, prédomine la volonté de transmettre la spécificité de leurs expériences, donc leur expérience, en l'occurrence celle d'enfants ayant perdu leurs parents ou ne pouvant pas être éduqués par leurs parents, ayant grandi dans un collectif, et ils veulent faire passer, donc ils veulent transmettre cette expérience particulière en montrant à la fois tout ce que leur a apporté la CCE, et donc en étant effectivement redevables et très émus, et en montrant surtout le lien qui les unissait entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de former une famille et de s'être reconstruit une famille par le biais de ce collectif. Et en même temps, ils n'hésitent pas à montrer certaines failles, certaines limites au projet de la CCE, avec, de la part de certains enfants, des rancœurs, qui s'expriment assez facilement dans le cadre des entretiens. En revanche, dans le cadre de la mémoire des enfants de l'AACCE, donc l'association qui en fait réunit essentiellement des anciens des patros et des colos, mais pas uniquement, il y a aussi des anciens des foyers, j'ai constaté que la politique avait une place beaucoup plus importante. C'est-à-dire que leur projet, il est vraiment de rendre hommage de manière un peu hagiographique et à une politique, à un projet de société et à ces hommes et ces femmes qu'ils estiment à juste titre courageux et qui ont joué un rôle central dans leur construction à eux aussi. Et on constate vraiment une volonté aussi de transmettre ce qui faisait l'identité de la CCE et donc partant aussi de l'UJRE, des juifs communistes de l'époque, même si la CCE n'est pas aujourd'hui une association qu'on peut qualifier de communiste. Ils insistent bien dans les entretiens, ils me disent toujours on va du rouge au bleu. Aujourd'hui, on a des gens qui sont jusqu'à Sarkozy, comme on m'a parfois dit, en essayant de me choquer. Et donc, il y a une dimension qui est plus politique et qui est plus, en tout cas, hagiographique. Et cette différence, elle peut interroger quand on sait que, paradoxalement, ce sont les enfants orphelins qui ont passé le plus de temps dans les structures de la CCE et qui pourraient vouloir aussi transmettre l'identité politique qu'on leur a transmise. Mais peut-être que les enfants ayant grandi auprès de leurs parents se sentent plus proches de cette identité, puisqu'elle leur a aussi été transmise par leurs propres parents, des militants, dont l'héritage peut aujourd'hui être mis en question. Alors que pour les enfants orphelins, le vide constitutif de leur enfance laisse finalement peu de place à la politique dans leur mémoire, ce qui peut rapprocher la nature de leur mémoire de celle d'autres enfants de la guerre et enfants survivants, orphelins ou non, mais qui témoignent, pour certains, avant tout de leur vécu propre et souhaitent transmettre leur histoire sans objectif militant ou politique, autre peut-être qu'une éventuelle reconnaissance mémorielle ou institutionnelle. Voilà pour les conclusions qu'on peut tirer en essayant de terminer sur justement une comparaison avec des enfants non juifs pour ouvrir peut-être le débat. Merci.
Merci beaucoup, Zoé, et merci aussi à tous les contributeurs et contributrices d'être restés dans les temps, parce qu'on a du temps pour une discussion avec la salle, donc virtuelle, pour des questions. Merci de soumettre vos questions. Il faut les écrire, Sophie, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait, il faut les écrire. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de questions. Enfin, il y a eu une intervention que je vais vous lire, mais avant, je voulais vraiment remercier tous nos intervenants. Vraiment, bravo d'avoir rendu accessibles vos sujets très pointus, on peut dire quand même, et c'était vraiment très, très, très intéressant. Donc, alors, il y a eu juste une intervention plutôt pour Géraldine. Donc, c'est Joël qui nous remercie pour l'intérêt du sujet, qui est titulaire d'un DU en connaissance de la laïcité de la Sorbonne. Et elle demande à Géraldine si elle a des lectures à conseiller sur les questions du divorce sur lesquelles les tribunaux ont refusé de statuer. Je ne sais pas si vraiment il y a une bibliographie très spécifique là-dessus. Alors, Géraldine, il faut rallumer le micro. J'ai rallumé la vidéo, mais j'ai oublié de rallumer le son. Alors justement, ce qui m'a vraiment attiré dans ce sujet de recherche, c'est qu'il a été vraiment négligé, bien que c'est un sujet de jurisprudence qui a beaucoup intéressé les juristes à l'époque. Dans la littérature juridique de l'époque, il y a pas mal d'articles de cas de juifs russes ayant été dans cette impossibilité de divorcer, mais en ce qui concerne la recherche, il y a assez peu de travaux. J'ai un collègue américain qui a écrit un article à ce sujet qui fait un peu l'état de l'évolution de la jurisprudence. Je vais écrire son nom dans le chat, c'est peut-être le mieux. Oui. Our panelist. Donc, je me souviens plus du nom de l'artiste, mais bon, on peut retrouver ça facilement si on tape son nom. Et sinon, hormis cet article d'Archives juives que j'ai publié l'an dernier, j'ai un autre article en anglais dans un journal qui s'appelle Nashim, et je vais l'écrire là, qui est disponible sur ma page Wikipédia. Non, pas Wikipédia, Academia. Si vous tapez academia.edu et vous cherchez mon nom, pas Wikipédia, normalement, il y aura accès à l'article. Donc, voilà, commencez par là. Et évidemment, dans ces deux articles, il y a dans les notes de bas de page, il y a des références aux sources primaires qui peuvent intéresser la personne qui a posé la question. Merci beaucoup, Géraldine. Donc, sinon, je n'ai pas d'autres questions. Peut-être Laura ou les uns les autres, vous avez des idées d'échanges, de questions entre vous. Sinon, on peut aussi vous laisser la parole pour conclure. Je vois une question qui arrive. Un commentaire que j'ai sur notre dossier, je marque l'absence, il n'y a pas une absence de travaux sur le 19e siècle, mais des travaux en cours. Donc, c'est-à-dire qu'il a des articles écrits sur les initiatives d'éducation d'enfants au 19e siècle, mais qui datent des années 80. Et quelques-uns un peu plus récents, mais on n'avait pas justement, on n'a pas pu trouver d'historiens qui s'intéressaient à ces questions au 19e siècle pour ce dossier. Et pourtant, on voulait justement en citer des travaux autour du 19e siècle. Et donc, c'est quelque chose qui manque, c'est vraiment porté sur le 20e siècle, le dossier. Et donc, c'est vraiment, là, je vous lance une invitation. Les questions sur l'enfance au 19e siècle, on peut vraiment sonder l'émancipation politique et comment ça se dessine concrètement dans la vie des Juifs en France à travers la question des enfants. Donc, moi, j'aimerais bien faire cette observation sur le dossier. Et puis, je vois qu'on a une question de Malka. Oui. Alors, on a une question pour Géraldine à nouveau, qui demande pourquoi vous vous êtes intéressée qu'au divorce de Juifs immigrés de Russie et pas des Polonais, par exemple. Alors là, on touche une question très compliquée qui a trait au changement de frontières, en fait, au XXe siècle. Donc, la Pologne, jusqu'à son indépendance, en fait, était sous contrôle de l'Empire russe. Alors, d'un point de vue juridique, c'est un peu compliqué parce que la Pologne faisait partie de l'Empire, mais le statut juridique des Juifs dans cette partie de l'Empire russe était un tout petit peu différent. Donc, sur les questions de divorce, il y a quelques différences avec le reste de l'Empire russe, mais ce qui convient de souligner, c'est que ces différences étaient très, très
mal comprise par les tribunaux en France et aux États-Unis, parce que ma recherche doctorale portait sur la France et les États-Unis. Et souvent, en fait, les Juifs qui faisaient partie de ce qui s'appelait la Congress Poland en anglais, je ne sais pas comment dire en français, mais qui faisaient partie de la Pologne pré-indépendance, en fait, ces différences juridiques n'étaient pas du tout perçues par les tribunaux civils français et américains qui considéraient que c'était des Juifs russes comme les autres. Voilà. Donc, ça a vraiment lieu à la question de l'indépendance polonaise et des frontières à l'époque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Pologne, telle qu'on la connaît, faisait partie, en fait, à l'époque, donc avant l'indépendance de la Pologne, de l'Empire russe, qui était un empire assez vaste. J'espère que ça clarifie la question. C'est oui, la réponse. C'était très clair, merci Géraldine. Donc Laura, non, il n'y a pas d'autres questions, donc si vous avez un dernier mot à dire, c'est tout simplement, donc je ne vais pas parler du dossier, mais du fait que je crois que cette période dans laquelle on est nous fait réfléchir justement sur la fragilité de nos institutions. Et j'aimerais dire que si on est là ce soir, c'est grâce au combat de nos aînés. Des combats pour justement faire émerger l'histoire des Juifs et l'art des Juifs comme un sujet qui mérite une place, il mérite un musée, et justement que la recherche sur les Juifs mérite aussi donc la place, une revue. Il faut savoir que donc l'équipe qui gère les archives juives n'est pas payée, c'est entièrement bénévole, et que en fait la revue vit uniquement des abonnements que nous avons. Et même si on a fait la transition de mettre la revue en ligne sur Cairn, même si ça a aidé à diffuser les savoirs, à fragiliser justement les revues, puisque on a de moins en moins d'abonnements papier. Et ce sont ces abonnements papier, et je me permets de l'expliquer parce que, voilà, pardonnez-moi, mais il faut l'expliquer parce que le fonctionnement est mal connu. Donc, ce n'est pas parce que c'est sur Cairn et gratuit pour les étudiants qui ont accès à Cairn que c'est gratuit. Et en fait, nous utilisons les abonnements pour financer le contrat que nous avons avec l'éditeur. Et c'est grâce à ce contrat qu'on arrive à voir ces articles sur Cairn et aussi donc, sur papier. Donc, aidez-nous à préserver, s'il vous plaît, la revue pour les générations à venir. On est de moins en moins une génération qui lit sur papier, mais sans ces abonnements papier, on ne pourrait pas avoir une version électronique. Et donc, j'aimerais montrer donc ça comme quelque chose d'important. Donc, Valérie Hassan vient de mettre le mail pour justement vous abonner à la revue. Et puis, voilà, c'est fou, je deviens donc publicitaire, mais c'est important. Et aussi, j'aimerais dire qu'en réfléchissant sur qu'est-ce que moi je peux faire en ce moment dans cette période qui est une période de crise quand même pour beaucoup de gens. Je me dis que moi, j'ai toujours un travail et grâce à mon travail, je peux quand même soutenir des institutions qui sont nées dans les combats, justement, et qui sont toujours là pour nous aider à passer ce moment un peu compliqué. Et donc, je suis devenue amie du mage. Et je vous incite donc à devenir ami du mage si vous avez les moyens de le faire. Et si vous n'avez pas les moyens de le faire, merci de écouter. Et puis, on espère aussi que parler de la recherche et faire de l'histoire, faire vivre l'histoire, peut aussi élever justement nos têtes et nous rendre plus résilients pour ce moment qui est certes compliqué pour beaucoup. Donc, avec beaucoup de solidarité, pensons aux enfants qui vivent avec nous, mais aussi les enfants du passé. Et puis, donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir assisté à ces conférences. Merci à tout le monde, toutes et tous, d'être venus. Et puis, à très bientôt. Et à bientôt aussi pour le numéro à venir des Archives juives. Valérie, peut-être vous voulez dire un mot sur le numéro? Oui, je l'ai mis dans le chat, mais je me suis trompée de destinataire. J'ai écrit seulement à Martin. Donc, le prochain numéro qui va bientôt sortir dans 2 ou 3 semaines, c'est consacré, enfin, le dossier de ce numéro, puisque chaque numéro s'articule autour d'un dossier thématique. Et ce dossier sera coordonné également par 2 jeunes chercheurs
qui sont Constance Paris de Bollardière et Simon Perregaux. Et ce dossier s'intitule « Les migrations juives d'Europe centrale et orientale au lendemain de la Shoah ». Et on y voit comment, de manière tout à fait surprenante et méconnue jusqu'ici, Paris est devenu, après 1945, temporairement un centre, un pôle yiddish dans le monde, du fait que de très nombreux juifs d'Europe centrale et orientale qui avaient survécu à la Shoah sont passés par la France et en particulier par Paris. Certains s'y sont installés, d'autres ont quitté la France pour les États-Unis, le Canada, ou sont retournés en Allemagne, dans d'autres pays d'Europe. Et donc, c'est encore un sujet très neuf que je vous invite à découvrir dans ce prochain numéro. Merci beaucoup à tous. Donc, merci beaucoup. Et puis, donc on vous dit à bientôt et voilà, j'espère à très vite, hommage, pour justement se retrouver dans le cours, pour fêter l'été, peut-être justement, et des moments, voilà, de retrouvailles. On attend que ça. Merci beaucoup. Merci Laura, merci à tous et merci pour cette belle énergie. Et à très bientôt, j'espère, hommage, oui, dans la cour et dans l'auditorium. À bientôt et merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci pour cette belle soirée, Sophie. Merci encore.